Tout ce que nous allons présenter durant cette vidéo, nous allons le faire interactivement depuis la fenêtre de commande MATLAB Octave. Le langage MATLAB Octave étant interprété, on verra le résultat immédiatement, mais bien entendu, on pourrait faire cela dans un programme. C'est ce que l'on verra ultérieurement quand on présentera les scripts. Commençons donc par les variables sous MATLAB Octave. Cela est décrit au chapitre variables et expressions. Nous avons déjà dit que le typage des variables sous MATLAB Octave est dynamique, c'est-à-dire qu'il s'effectue automatiquement lorsqu'on initialise la variable. On n'a donc pas à se soucier de déclarer le type et les dimensions des variables avant de les utiliser. Il faut cependant respecter certaines règles de nommage. Un nom de variable valide consiste en une lettre, c'est-à-dire un caractère dans l'intervalle de l'alphabet A à Z en minuscule ou A à Z en majuscule, suivi de lettres, de chiffres ou de caractères soulignés. Par exemple, si je définis surf égale 12, c'est une variable valide. Mais si je dis surf avec un S majuscule égale 20.5, c'est aussi une variable valide, mais elle se distingue de la première en raison du caractère S majuscule. Donc comme on l'a dit dans la première vidéo, et on le voit ici clairement, MATLAB Octave sont case sensitive, c'est-à-dire distingue les majuscules des minuscules. Si je définis x souligné min égale 2 par exemple, c'est une variable valide. Mais je n'ai pas le droit de dire x-min, parce que x-min, en fait, ce n'est pas une variable, c'est une expression se composant de deux variables, x et min, avec un opérateur moins. Donc ça veut dire x moins min. Et là, on voit tout de suite une erreur, la variable x n'est pas définie. Je n'aurai pas le droit de dire, par exemple, 2pi égale 2 fois pi. Parce que cette variable commence par un chiffre et non pas un caractère de l'alphabet de A à Z. Par contre, je peux dire pi2 égale 2 fois pi. Ça fonctionne. Je n'ai pas le droit de dire t mesuré égale 23 parce que le caractère E aigu est hors de l'alphabet de A à Z. Donc, je devrais plutôt dire t mesuré de cette façon. En général, on définit toutes les variables en minuscules, mais certains programmeurs utilisent la notation camel case et écriront par exemple t temp min pour température minimum. On voit ici que toutes les variables qui ont été définies jusqu'à présent sont de type virgule flottante double précision, même si surf ou t mesuré ou xmin semblaient être des entiers. Si je frappe maintenant par exemple nom égale Muller, eh bien je vois apparaître une variable d'un autre type. C'est ici le type char relatif aux chaînes de caractères. Donc on voit bien ce typage dynamique de MATLAB Octave. Pour afficher la valeur d'une variable, il suffit de saisir le nom de la variable, par exemple surf. Et là, Octave me dit surface égale 12. Mais on pourrait aussi écrire disp surf, vous verrez souvent ça dans des programmes, qui ne va afficher que la valeur de la variable, sans afficher le surf égal. Vous pouvez aussi interactivement dire openvar, par exemple surf, et dans ce cas-là, cette variable s'affiche dans le variable editor, où vous pourriez par exemple la modifier, mettre ici 14. Vous voyez que cette variable a bien changé de valeur et elle contient maintenant la valeur 14.
Deux commandes maintenant qui sont très importantes pour connaître toutes les variables définies dans le scope courant. On verra la notion de scope plus loin. Tout d'abord, la commande who qui affiche la liste de toutes les variables. En fait, vous retrouvez toutes les variables qu'on voyait ici dans cette fenêtre Workspace. Et la commande whose, donc who au pluriel, qui affiche cette même liste mais en complétant l'attribut de chacune de ces variables, à savoir le type, ici sous classe, le type de la variable, donc réel double précision, ou ici chaîne de caractères, la taille de la variable, donc on voit ici que la variable surf est une variable double précision qui est stockée sur 8 octets. Il s'agit donc des réels double précision qui permettent de stocker des nombres avec 16 chiffres significatifs et un exposant allant de 10 puissance moins 308 à 10 puissance 308. On voit finalement que j'ai défini partout des variables scalaires, c'est-à-dire de dimension 1 fois 1, à l'exception de nom, qui est une chaîne de caractères, qui est stocké en fait sur un vecteur ligne de 6 éléments, les 6 caractères de la chaîne Muller. Sous MATLAB Octave, il faut faire très attention de ne pas écraser des fonctions prédéfinies lorsqu'on définit une variable. Prenons un exemple. Si je frappe SI suivi de 2 tabs, je vais voir apparaître ici la liste de toutes les fonctions qui commencent par SI. Et je trouve en particulier la fonction ici sinus. Donc si je frappe sin pi sur 2, eh bien je prends le sinus de pi sur 2, ce qui retourne la valeur 1. Mais si je m'aventure à définir sin égale 10, et qu'après je réessaie de calculer le sinus en disant sin de pi sur 2, ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écrasé la fonction sinus par une variable sin. On voit apparaître cette variable ici, sin, qui est une variable double précision qui contient la valeur 10. Donc si je demande maintenant sin de pi sur 2, j'ai une erreur. Octave me dit, je vais chercher l'élément d'indice pi sur 2 dans le tableau sin. Mais pi sur 2, c'est un nombre réel et un indice ne peut pas être un nombre réel, d'où l'erreur. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a écrasé une fonction? Eh bien, on peut effacer cette variable avec clear de sin. Cette variable ayant disparu, je peux réutiliser à nouveau la fonction sinus. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, c'est que les variables priment sur les fonctions. Maintenant, juste concernant clear, faites bien attention, si vous dites clear, sans passer de nom de variable, eh bien, vous effacez toutes les variables de votre session. Vous avez vu apparaître ces dernières minutes plusieurs fois la variable ANS. Ici, par exemple, ou là. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, ANS signifie answer. Vous verrez apparaître ANS égale quelque chose lorsque vous définissez une expression qui génère une valeur et que celle-ci n'est pas affectée à une variable. Donc là, j'ai demandé sin de pi sur 2. Je ne l'affecte pas à une variable. Je ne dis pas, par exemple, v égale sin de pi sur 2. Donc le résultat de ce calcul est stocké sur la variable ANS. Bien entendu, la valeur qui est stockée dans ANS sera écrasée à la prochaine occasion où cette variable reçoit une autre valeur. J'aimerais parler de deux caractères qui sont importants quand on définit une expression. C'est le caractère virgule et le caractère point-virgule. Si je saisis ceci, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai saisi deux expressions séparées par une virgule. Donc la virgule est utilisée ici comme séparateur permettant de saisir plusieurs expressions sur la même ligne. Vous voyez que le résultat, c'est la définition d'une variable et le résultat d'un calcul de surface. Donc, MATLAB et Octave nous quittancent ces deux évaluations d'expression. Par contre,
si je frappe R égale 10, point virgule, sur, etc., et que je termine aussi par un point virgule, eh bien, Octave fait la même chose, mais sans me quittancer le résultat de l'évaluation de ces expressions. Donc, il travaille de façon silencieuse. Vous verrez dans les programmes ou scripts MATLAB Octave, vous constaterez vous-même que la plupart, sinon toutes les instructions sont terminées par un point-virgule, de façon que l'exécution du programme s'effectue de façon silencieuse et non pas en affichant des tas de choses dans la fenêtre de commande. Encore deux commandes qui sont pratiques dans la fenêtre de commande, c'est CLC ou Home, qui sont deux commandes identiques. Par exemple, Home, ici, ça nous ramène le prompt ici au haut de la fenêtre de commande, mais ça n'efface pas tout ce qui précède. Donc si je scrolle avec la souris vers le haut, je vois tout ce que j'ai fait précédemment. Parlons maintenant de l'usage des répertoires ou dossiers dans MATLAB Octave. Cela est décrit dans les chapitres répertoire de travail de base, prologue, épilogue, et puis un peu plus bas, répertoire courant. Tout d'abord, le répertoire de travail de base. C'est le répertoire dans lequel MATLAB ou Octave se place au début d'une session. Il s'agit par défaut du répertoire utilisateur de base, c'est-à-dire par exemple si vous êtes sous macOS, /users / votre username, si vous êtes sous Linux, /home / votre username. Si vous désirez changer automatiquement le répertoire de travail, MATLAB Octave au démarrage, sous Octave, cela se fait dans les préférences, donc sous Edit préférences, dans l'onglet Général, et là, vous pouvez indiquer le chemin d'accès du répertoire dans lequel vous voulez que Octave se positionne au démarrage. Sous MATLAB, ça se fait aussi dans les préférences sous MATLAB Général Initial Working Folder. Quelques commandes importantes relatives au répertoire. Tout d'abord la commande pwd, qui est l'abrégé de Print Working Directory. Elle retourne le chemin d'accès du répertoire courant, ce qui correspond à ce que je vois dans l'interface graphique ici ou là. La commande dir ou ls va afficher le contenu du répertoire courant. En l'occurrence ici, tous les scripts que j'ai dans ce répertoire, que l'on voit aussi apparaître ici dans le file browser. La commande mkdir, suivie d'un nom de répertoire, par exemple test, va créer dans le répertoire courant un sous-répertoire que je vois maintenant apparaître ici, ou que je verrai apparaître aussi avec dir, le voilà. Pour se déplacer dans un répertoire, c'est la commande cd comme change directory, donc en disant cd test, je descends dans le sous-répertoire test. Et l'on voit effectivement que j'ai changé de répertoire. Je ne vois plus de fichiers dans ce sous-répertoire, vu que je n'ai pas encore créé de fichier à l'intérieur de ce répertoire. Pour remonter d'un niveau, on utilise la notation bien connue point, qui veut dire répertoire parent. Donc en disant cd, point, je remonte d'un niveau. Bien entendu, vous pouvez aussi naviguer de votre arborescence de dossiers, soit depuis ici, là en double-cliquant sur test, je descends dans le sous-répertoire test, ou bien ici, je remonte d'un niveau, ou je peux aussi changer de répertoire à ce niveau-là. Maintenant, la notion de répertoire courant, eh bien, c'est celui dans lequel sont recherchés vos scripts et fonctions avant d'aller regarder dans les autres répertoires définis par le path de recherche MATLAB Octave. Si je passe la commande path, vous voyez que Octave, lorsqu'on donne le nom d'une fonction, par exemple, la fonction va être recherchée d'abord dans point, qui est le répertoire courant, puis ensuite, si elle n'est pas trouvée dans ce répertoire, successivement dans tous ces autres répertoires. Ces commandes qu'on vient de voir, pwd, dir, mkdir, cd,
sont des commandes qui permettent de se déplacer dans l'arborescence de fichiers de votre système d'exploitation. Il y a encore d'autres commandes qui interagissent avec votre système d'exploitation. Ces commandes se trouvent dans ce chapitre, commandes en liaison avec votre système d'exploitation. Je ne m'en vais pas vous les décrire, je voulais simplement vous mentionner qu'il y a beaucoup de commandes et qu'elles sont définies ici. Parlons maintenant du Workspace MATLAB Octave. Ces notions sont décrites dans ce chapitre Workspace. Sous le terme de Workspace, on désigne l'espace mémoire de travail de MATLAB Octave, c'est-à-dire l'endroit en mémoire vive où sont notamment stockées les variables. Lorsqu'on quitte MATLAB ou Octave, ce Workspace est perdu, à moins qu'on le sauvegarde préalablement avec la commande Save, suivi d'un nom de fichier. Je vais par exemple l'appeler mon-workspace. Je vais mettre l'extension .mat. Enter. J'ai donc sauvegardé toutes les variables de ma session. En l'occurrence, là, il ne me reste plus que 3. Je peux maintenant quitter MATLAB ou Octave et je peux le redémarrer. Mais je me retrouve ici avec un workspace qui est vide. Mais je peux recharger les variables précédemment sauvegardées avec load et le nom de ce fichier, mon workspace. On voit apparaître ici les variables de ma session précédente. Petite remarque par rapport à ces fichiers de workspace. Si vous ne spécifiez pas l'extension .mat, MATLAB mettra automatiquement cette extension, tandis qu'Octave ne la mettra pas. Donc je dirais pour des raisons de compatibilité entre MATLAB et Octave, je vous conseille de systématiquement taper cette extension .mat lorsque vous sauvegardez un workspace. Maintenant, ces fichiers workspace sont des fichiers qui sont des fichiers binaires, qui ne sont donc pas lisibles par exemple dans un éditeur, et qui ne sont pas compatibles entre MATLAB et Octave, à moins de frapper save -mat binary suivi du nom du fichier workspace. Dans ce cas-là, ce fichier sera compatible entre MATLAB et Octave. Passons maintenant à la présentation des vecteurs et tableaux sous MATLAB Octave avec, pour commencer, les tableaux de nombres réels double précision. Pour créer un vecteur ligne, la syntaxe est la suivante. Définissons une variable VLI comme vecteur ligne égale. La syntaxe consiste à définir les différents éléments de notre vecteur entourés par des crochets. Donc par exemple 1, 3, 4, fermez les crochets, ça nous définit un vecteur ligne de 3 éléments. Entre les différents éléments du vecteur, j'ai frappé un espace, j'aurais pu mettre aussi une virgule, plusieurs espaces, plusieurs tabulateurs. C'est la même chose. Si je tape whos de VLI, je vois que j'ai bel et bien un vecteur ligne de type double précision qui se compose d'une ligne et 3 colonnes. Donc c'est bien un vecteur ligne. Comme on est dans le type double précision et qu'on a 3 éléments, ça nous fait 3 x 8 octets, c'est-à-dire 24 octets occupés en mémoire. Pour créer un vecteur colonne, VCO comme vecteur colonne, égale, là aussi on utilise bien entendu des crochets, on définit les éléments séparés par des points-virgules. En fait, le point-virgule veut dire passer à la ligne suivante. Donc, un élément, et on passe directement à la ligne suivante. Un deuxième élément, on passe à la ligne suivante. Un troisième élément, ça nous donne un vecteur colonne. Ce que je vois aussi avec whos VCO. Donc, un vecteur de 3 lignes et une colonne. Pour gagner du temps, on aurait pu aussi procéder de la façon suivante. J'aurais pu dire VCO
égale, et puis directement 3, 5, 2, fermez le crochet, donc ça c'est un vecteur ligne, et avant de l'affecter à la variable VCO, je le transpose. L'opérateur de transposition, c'est l'apostrophe. Donc ça me crée un vecteur ligne, ça le transpose et ça l'affecte à la variable VCO, c'est-à-dire que j'ai un vecteur colonne. Pour créer une matrice maintenant, vous l'aurez compris, on va définir ici une matrice mat égale. On va définir les éléments ligne après ligne. Donc par exemple ici 3, 6, 2, suivi d'un point-virgule, pour dire on passe à la ligne suivante, 1, 5, 2, point-virgule, 7, 4. J'ai une erreur, pourquoi? Parce que dans ma première ligne, j'ai 3 éléments, dans la deuxième ligne, 3 éléments, et dans la troisième ligne, je n'ai que 2 éléments. Je peux très facilement, comme on l'a déjà vu, éditer cette commande en la rappelant avec flèche en haut, et puis compléter ici avec le dernier élément qui manquait, que voici. Donc on a bel et bien une matrice, c'est-à-dire un tableau à 2 dimensions, ce qu'on voit aussi avec la commande whos, donc une matrice de 3 x 3 éléments, donc 9 éléments de 8 octets, ce qui fait 72 octets. Mais vous verrez souvent dans les programmes des matrices saisies de cette façon, et c'est une façon qui est bien plus lisible. Je vais dire mat égale crochet, et là je vais directement frapper Enter. Donc comme je frappe Enter après un crochet ouvert, l'expression n'est pas évaluée. MATLAB ou Octave s'attend à ce que je ferme ces crochets. Donc là je peux définir la première ligne de ma matrice, 3, 6, 2, Enter, la deuxième ligne, 1, 5, 2, et puis 7, 4, 7. Et dès que je fais crochet fermé, l'expression est évaluée. Donc vous voyez que en plus, le Enter fait office de point-virgule, c'est-à-dire indique à Octave que l'on passe à la définition de la deuxième et de la troisième ligne de la matrice. Pour accéder maintenant aux éléments d'un vecteur ligne ou d'un vecteur colonne, eh bien, on donne le nom de la variable suivi entre parenthèses de l'indice ou de la plage d'indice des éléments que l'on recherche. Attention, comme on l'a dit dans la précédente vidéo, les indices sont comptés dans MATLAB Octave à partir de 1 et non pas de 0 comme dans les langages Python, C, etc. Reprenons notre vecteur ligne, VLI. Si je m'intéresse à récupérer le deuxième élément, donc ce sera l'élément d'indice 2 et non pas d'indice 1 comme on le dirait en Python, eh bien je vais frapper VLI parenthèse 2 et je récupère bel et bien cet élément-là. Si je veux récupérer une plage contiguë d'éléments, par exemple du deuxième au troisième élément, je peux dire VLI parenthèse 2, 2.3. En fait, la syntaxe utilisant le 2 points correspond à la définition d'une série. Et cette série, c'est une série qui va de 2 à 3 avec un incrément de 1. Donc de cette façon, j'extrais le deuxième jusqu'au troisième élément de mon vecteur. Notez, et vous le verrez souvent, que si vous voulez spécifier le dernier indice, vous pouvez utiliser end. Donc là, je vais du deuxième jusqu'au dernier élément de ce vecteur. Pour accéder aux éléments d'une matrice, donc d'un tableau 2D, il faudra spécifier 2 indices séparés par une virgule, c'est-à-dire l'indice de ligne et l'indice de colonne. Donc si l'on reprend cette matrice mat, si je veux extraire de cette matrice ces 2 éléments, je vais devoir dire mat, l'indice de ligne, on travaille dans la deuxième ligne, et on va extraire les éléments 2 jusqu'à end.
donc ces deux éléments-là. Si vous voulez faire une sélection discontinue, eh bien, il faudra utiliser une notation en crochet. Je vais ici sélectionner dans la première et troisième ligne les éléments qui se trouvent dans la deuxième et troisième colonne. Donc là, on va saisir mat de 1,3, ça veut dire dans la ligne 1 et la ligne 3, et ensuite dans les colonnes 2 jusqu'à end, et ça nous retourne effectivement ces deux éléments et ces deux éléments. Voyons maintenant la concaténation de vecteurs et de matrices. Si je saisis ici mat2 égale crochet VLI espace VCO crochet, qu'est-ce qui se passe? Intuitivement, on sent que l'on va mettre côte à côte le vecteur VLI et le vecteur VCO. Ça ne fonctionne pas parce que les dimensions de ces vecteurs ne permettent pas une concaténation. Le premier élément était un vecteur ligne, le deuxième élément un vecteur colonne. Par contre, si je dis mat2 égale VLI transposé VCO, là ça fonctionne. On a donc transposé le vecteur VLI, qui est un vecteur ligne, en un vecteur colonne, 1, 3, 4, et on met à côté de ce vecteur le vecteur colonne 3, 5, 2. Je pourrais maintenant, par exemple, concaténer cette matrice mat2 avec notre matrice de base mat en frappant mat3 égale mat2 concaténé avec mat. Donc vous retrouvez ici dans cette matrice mat3 notre matrice initiale mat et à gauche la matrice mat2. Si l'on veut supprimer des éléments d'un vecteur ou des lignes ou colonnes d'une matrice, on va utiliser la notation crochet ouvert, crochet fermé, sans rien entre deux, qui désigne un élément de dimension 0. Donc par exemple, si je saisis ceci, que va-t-il se passer dans cette matrice mat3? Eh bien, on va supprimer dans toutes les lignes les colonnes 2 et 4. Donc vous voyez cette matrice, on a supprimé la colonne 2, celle-ci, et la colonne 4, celle-ci. Il ne reste plus que la 1, 3 et 5. Peut-être quelque chose vous intrigue ici, c'est pour cet indice de ligne, on a mis uniquement 2 points. 2 points, ça veut dire tous les indices du premier jusqu'au dernier. Vous verrez souvent ça dans des programmes MATLAB ou Octave. On a manipulé jusqu'ici des vecteurs, lignes ou colonnes, qui sont des tableaux 1D, des matrices, qui sont des tableaux 2D, mais on peut faire des tableaux à n dimensions. Pour cela, il suffit d'utiliser un troisième indice. Prenons l'exemple suivant. Si je frappe data 3D, 2,3,1 à 2, qu'est-ce qui se passe? Je fabrique un objet de type tableau à 3 dimensions, ce que l'on peut vérifier avec whos de data 3D. Donc c'est un tableau de 2 lignes, 3 colonnes, et dans la troisième dimension, on peut considérer que c'est 2 couches. Donc on a créé une sorte de cube de données. Ça s'est affiché de la façon suivante. Ici, on a la première couche. Ici, on a la deuxième couche. Donc, dans cette expression-là, j'initialise une variable avec 3 indices. Un indice de ligne, un indice de colonne et un troisième indice qui crée la troisième dimension. Et je dis de créer ce volume de données en mettant dans la deuxième ligne et la troisième colonne, dans la première et la deuxième couche, les valeurs 12 et 13. Ce qui me donne donc ce que vous voyez ici. Tous les autres éléments que ceux que l'on a spécifiés sont automatiquement mis à 0.
Il peut être utile d'échanger des données entre MATLAB Octave et d'autres logiciels. On utilise pour cela des fichiers texte, c'est-à-dire des fichiers qui sont lisibles dans un éditeur et non pas des fichiers binaires. Il y a de nombreuses manières de faire cela. On va en voir rapidement une que vous trouvez dans le support de cours ici. Sauvegarde et chargement de données numériques via des fichiers texte. Donc cette méthode est basée sur la commande save qu'on a vue précédemment, mais en lui ajoutant une option -ASCII. Donc en disant save -ASCII, ensuite on donne un nom de fichier, comme on l'a vu précédemment avec la commande save, donc par exemple matrice.txt, suivi d'une ou plusieurs variables. Là, je vais mettre une seule variable, la variable mat. En faisant ceci, je sauvegarde les données de ma variable mat sur le fichier matrice.txt. Vous voyez ce fichier matrice.txt qui est apparu, je peux l'ouvrir, et il contient effectivement les valeurs de cette matrice mat. Ici affichées sous forme virgule flottante avec exposant en simple précision. Si vous voulez sauvegarder des données de variables double précision, eh bien, c'est très important de compléter cette commande save -ASCII du paramètre -double. De cette façon, les valeurs de cette variable seront enregistrées avec 16 chiffres significatifs, donc en double précision. Si j'efface maintenant ma variable mat, donc cette variable n'est plus disponible dans ma session, je peux la recharger à partir du fichier avec la commande suivante, mat égale load, et puis le nom du fichier entre apostrophes. Donc, ce faisant, je charge les données de mon fichier matrice.txt sur une variable mat. On a manipulé jusqu'ici, au cours de cette vidéo, des variables de type double, c'est-à-dire des réelles virgules flottantes stockées sur 8 octets, donc 64 bits. Pour terminer cette vidéo, on va rapidement regarder comment on peut gérer des nombres avec d'autres types, car on n'a pas forcément toujours besoin d'une précision de 16 chiffres significatifs, qui est relativement coûteuse en espace mémoire. Ça peut être très avantageux d'utiliser d'autres types lorsqu'on manipule des tableaux de millions d'éléments. Ces autres types numériques sont décrits dans ce chapitre. Type réel, double et sans précision et type entier. Commençons par le type simple précision. Le type simple précision permet de stocker des nombres réels avec 7 chiffres significatifs et en exposant allant de 10 puissance moins 38 à 10 puissance plus 38. Ces nombres sont stockés sur 4 octets. On peut par exemple faire une copie de notre matrice mat sur une nouvelle matrice mat, comme matrice single précision, en utilisant la fonction single, qui va donc reprendre cette matrice mat et la mettre en simple précision. Si je fais maintenant whos de mat étoile, c'est-à-dire montre-moi toutes les variables commençant par mat, je vois que ma matrice mat qui faisait 72 octets de 3 fois 3 éléments est devenue une matrice mat qui occupe 2 fois moins d'espace mémoire. Vous pouvez aussi très bien définir un tableau ou un vecteur en indiquant les différents éléments du tableau et en le convertissant directement avec single de façon à avoir directement une variable simple précision.
Si l'on gère des nombres entiers, il peut être très avantageux d'utiliser l'un des 8 types suivants. int 8, int 16, int 32, int 64, qui vont générer des variables entières signées, stockées respectivement sur 8 bits, 16 bits, 32 bits ou 64 bits. Ou, si ces nombres entiers ne sont pas signés, c'est-à-dire positifs, vous pouvez utiliser uint8, uint16, uint32 ou uint64, le u voulant dire unsigned. Également stockés respectivement sur 8, 16, 32 ou 64 bits. Quelle est la plage de valeurs possible avec ces différents types? Pour des entiers 8 bits, eh bien, l'étendue ira de moins 128 à plus 127. Sur 16 bits, ça ira de moins 32 000 à plus 32 000. 32 bits de moins 2 milliards à plus 2 milliards. Et puis 64 bits permet de gérer des nombres entiers de 18 chiffres. L'intérêt d'utiliser des nombres entiers plutôt que des nombres réels, quand on manipule réellement des valeurs entières, c'est que les opérations arithmétiques notamment sont plus rapides sur des nombres entiers que sur des nombres réels. Donc, si j'essaye de définir ceci, m égale int8 de 1000, qu'est-ce qui va se passer? Ça me retourne 127 parce que je cherche à stocker le nombre 1000 sur un entier 8 bits signé, et on a vu que la plage des entiers 8 bits va de moins 128 à plus 127. Donc la valeur la plus élevée qu'on peut stocker sur un entier signé 8 bits, c'est 127. Raison pour laquelle il me retourne 127. Donc il ne faut pas stocker 1000 sur un entier 8 bits, il faut le stocker sur un entier 16 bits. Et là, ça fonctionne. Pour terminer, je vais juste encore présenter un sous-type des types double et single, qui est le type complexe, présenté au chapitre ici, nombre complexe. Si vous faites, par exemple, C égale SQRT, qui veut dire square root, c'est-à-dire racine carrée, de moins 4, vous savez bien que la racine carrée d'un nombre négatif, ça donne un nombre complexe. Eh bien, on n'a pas besoin de se soucier de ce problème dans MATLAB Octave, parce que MATLAB Octave gère nativement des nombres complexes. Donc, il ne nous fait pas une erreur, il nous dit que la racine de moins 4, c'est le nombre complexe 0 plus 2i. Alors, regardez comment se présente ce nombre complexe en tant que variable avec whos de c, et on voit que c'est un nombre double précision qui a l'attribut complexe de dimension 1 fois 1. Mais il occupe 16 octets, parce qu'en fait il occupe 8 octets pour la partie entière et 8 octets pour la partie imaginaire. Vous avez deux fonctions qui permettent de récupérer respectivement la partie réelle et la partie imaginaire. Real de c, qui me retourne la partie réelle, c'est-à-dire 0. Et puis image de c, qui retourne la partie imaginaire, c'est-à-dire le 2 du 2 fois i. Nous voici arrivés au terme de cette deuxième vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici.